Bonsoir Jean-Luc Mélenchon et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présentiez vos vœux à la presse jeudi, en fin de semaine. Des vœux très politiques, on va évidemment en parler. Mais si la politique était aussi une affaire de météo, quel temps fait-il en France aujourd'hui ? Glacial. Glacial, on est condamné à être dans notre igloo. Et dès qu'on sort, il fait affreusement froid. On est tous transformés par cette crise que nous traversons. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette crise, en vous, personnellement ? C'est pas pour psychologiser, on va y venir, parce que c'est aussi une manière de vous demander ce qu'elle a changé politiquement. Et est-ce qu'elle n'a pas remisé au musée des concepts les vieux logiciels du monde d'avant ? Sur le plan personnel, je ne saurais pas vous dire. Je suis comme vous tous. Je sais bien que j'ai été transformé. Comment ? Quelle amplitude ? J'en sais rien. Je sais que le premier confinement, je l'ai vécu avec une mentalité, le hussard sur le toit, vous voyez ? Peut-être parce que comme je suis parlementaire, je ne suis pas absolument confiné. C'est pas vrai, j'allais, je venais, j'allais à l'Assemblée, je rentrais chez moi. Chez moi, j'ai de la place, donc je l'ai vécu comme ça, avec une sorte de... Comme un héros romanesque. Ouais, il y avait quelque chose de romanesque à exister. La France. Tu vois, oui, on se partageait les tours de rôle à l'Assemblée, donc... je trouvais héroïque de dire j'y vais moi parce que je suis le plus vieux, pas toi parce que tu as des gosses petits à la maison et des choses comme ça. La deuxième, après le premier confinement, on savait qu'il y aurait une deuxième vague, on en avait parlé, on se faisait moquer. Alors bon, comment dire ? Par contre, quand elle est arrivée, là non. Je me suis senti beaucoup plus envahi par la gravité et comme on était dans le moment où la discussion entre nous, c'était est-ce qu'on entre en campagne beaucoup plus tôt que d'habitude ? J'ai toujours fait des campagnes longues, hein. Je démarre toujours 1 an avant. Est-ce qu'on démarre encore plus tôt parce que, on va en parler, les conditions matérielles, psychologiques de la politique ne sont plus les mêmes. À ce moment-là, j'ai compris que tout changerait. C'est-à-dire que, y compris la nature du discours que j'aurais à tenir, était lui-même beaucoup plus grave et beaucoup plus dense. Alors, il faut donc votre logiciel politique, la matrice idéologique a changé, en tout cas, elle est aujourd'hui obsolète, il faut la réinventer. Obsolète, vous êtes cruel, mais je dirais pas ça pour le programme ou la vision du monde. Mais je sais que je suis arrivé dans une période où des visions du monde vont s'affronter. Moi, je suis persuadé que le président de la République est persuadé, lui, qui doit être en plus épuisé, donc ça pousse pas à la créativité, que la bonne solution pour la vie des êtres humains, c'est le libre marché, On va y venir, justement. Mais moi, je suis convaincu que ma tâche est encore plus dure qu'avant, parce qu'il faut que je dise aux gens, surmontant la peur, et on va tout changer. En général, quand on a peur, on n'est pas trop dans ça va, on en a déjà assez comme ça sur les bras, qu'est-ce que tu viens nous dire ? Alors, il y a d'abord évidemment la situation sanitaire. Ça fait un peu plus d'1 heure maintenant que le couvre-feu est imposé partout sur notre territoire. Et c'est l'une des nouvelles mesures qu'annonçait Jean Castex jeudi soir, lui aussi, Jean-Michel. Jean Castex, les 2 pieds dans la crise sanitaire, et qui déplorait mercredi, devant les sénateurs, le sport national auquel nous nous livrons, d'après lui, le dénigrement de tout ce qui est fait. On écoute Jean Castex. Je demande simplement que nous ne nous autoflagellions pas. C'est de la France. Non, c'est pas d'autosatisfaction, monsieur le sénateur. Non, ce sont des faits. C'est pas moi. Ce sont les Françaises et les Français qui ont fait les efforts nécessaires, comme on l'avait demandé entre Noël et le jour de l'an, qui en sont largement responsables. Bon, ça lui a fait du bien de le dire, c'est pas pour ça que ça lui épargnera beaucoup de critiques. Si les gens jugent devoir lui en adresser 2 dossiers difficiles, bien sûr, pour Jean Castex. D'abord, la vaccination, qui a démarré très difficilement, qui devrait, nous dit-on, s'accélérer à partir de lundi, 18 janvier, puisque là, les personnes à risque, les populations des EHPAD, les soignants des EHPAD, devraient pouvoir se faire vacciner 1 million d'ici fin janvier, une quinzaine de millions de Français d'ici fin juin, pour espérer sortir de la crise et retrouver une vie normale. On peut rêver à partir de septembre. Et puis le deuxième dossier, vous l'avez dit, c'est le couvre-feu. Pourquoi le couvre-feu ? Pour éviter le reconfinement, bien sûr, parce que le reconfinement coûte très cher et use les psychologies. Le Premier ministre a dit, jeudi soir, que le reconfinement, c'était efficace. C'est la preuve par les 15 départements, le couvre-feu, pardon. La preuve par les 15 départements qui sont déjà dans le couvre-feu à 18h. On écoute à nouveau le Premier ministre. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est
2 voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. L'affirmation a laissé les spécialistes sceptiques. Mais si le Premier ministre a raison, on évite le reconfinement avec le couvre-feu national. Et si le Premier ministre a tort, nous n'éviterons pas le reconfinement dans 15 jours. Réponse suffisante ou insuffisante, Jean-Luc Mélenchon, de l'exécutif et donc portée, annoncée par le Premier ministre cette fin de semaine? Vous savez, dans le moment, ce qui est difficile, c'est que tout opposant implacable que je sois, j'ai pas envie d'être un ficheur de pagaille, de désordre. J'ai pas envie de dire la discipline sanitaire, on s'en fiche. Bon, je peux pas le faire, ça serait pas responsable. Et je me sens pas de le faire. Mais en même temps, je peux pas non plus, chaque fois qu'il trouve une trouvaille, il dira oui, bah faisons-le sans discuter. J'essaye de réfléchir et de bien peser mes mots. Je ne crois pas à la valeur du couvre-feu, je vous le dis. Et je pense que, d'une manière générale, ils ont deux difficultés sur le dos. Un, ils n'arrivent jamais à prévoir. On dirait que dominer le temps, planifier, c'est quelque chose d'impossible. Donc ça veut dire qu'on recommence à couvre-feu, confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, etc. Stop and go. Mais gouverner, c'est prévoir, c'est une phrase du monde d'avant. Comment voulez-vous regarder la couverture de Philosophie Magazine ce mois-ci, 2021. On improvise, point d'exclamation. Comment agir dans l'incertitude? Ça vaut à la fois pour vous, pour vos propositions, et pour ceux qui sont au pouvoir. Non, mais ça, c'est un super beau thème de philo concrète. Donc, j'en raffole, on en vient dans un instant, mais je veux finir avec ce que je lui disais. Donc, premier temps, je ne sais pas. Bon, bah, très bien, tu ne sais pas, on confine, on fait ce qu'on peut. D'accord, c'est une méthode qui remonte au Moyen-Âge, bon, ben, on confine. Mais après, on leur a dit, bah, quand même, réfléchissez, prévoyez pour le coup d'après, il y a déjà des précautions à prendre. Ils ne les prennent pas. La logistique, ce n'est pas leur sujet. Donc, alors, on va chercher au dernier moment toutes sortes d'entreprises pour organiser ce que faisait avant l'État. Il n'y a plus d'État dans ce pays, donc on est abaissé. Et puis, moi, je ne crois pas, je préfère le dire, ça ne va pas faire plaisir à entendre, la situation ne reviendra plus à la normale avant 2, 3, 4 ans. Donc arrêtez de faire comme si on pouvait revenir à ce qu'on a connu avant. Ça n'aura pas lieu. Le virus va Quand vous parlez du retour à la normale, c'est le retour des jours heureux ou c'est le retour à un monde déjà que vous critiquiez? Oui, mais je veux dire à la vie aux mains où on sort comme on veut, où on peut avoir... Par exemple, on boit un verre en terrasse. Par exemple, ou des choses comme ça, des petits bonheurs simples dont nous sommes privés. Et nos enfants, d'être dans des liens sociaux sans lesquels ils ne peuvent pas se construire. Ça aussi, c'est un sujet. La vision technocratique du monde, c'est homo economicus. Tais-toi, va bosser, rentre à la maison et tais-toi. Non, les êtres humains, c'est des êtres sociaux. Donc, c'est un être complet. Si vous lui dites reste à la maison, vous le coupez des liens sociaux. On peut dire, ben ça, on verra la prochaine fois. Non, pas la prochaine fois, nous sommes comme ça. Je prends un exemple exagéré, et parce qu'il m'a fait rire. Quand on a discuté, je dis, vous comprenez tous pourquoi les lieux de culte doivent être ouverts, oui ou non? Bah oui, tout le monde comprend, parce que la foi, fait partie de la personne humaine et tout. Ben, je dis, il y en a pour qui? Je l'ai lu, hein. Quelqu'un m'a dit, ben moi, c'est les bistrots, mes lieux de culte. C'est là, il faut que je rencontre les gens. Sinon, ça va pas. Je suis pas bien. Bon. Et j'ai trouvé que dans l'humour, il y avait quelque chose de très fort qui disait mieux que, comme je le disais moi, que l'être humain, c'est un tout. Et c'est un espace de communion. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer que la France va vivre en prison à intervalles réguliers. Il faut penser à autre chose. Quoi d'autre? On leur a proposé un thème. Hein, on n'arrête pas de faire des trucs, des machins, La France en rotation. D'accord? Donc, par roulement. Tu vas à l'école par roulement. Quand tu n'es pas dans la salle de classe, tu es en études surveillées. Ça paraît extrêmement compliqué, mais c'est ce que vous avez proposé il y a quelques mois déjà. D'habitude, c'est 8 heures. Alors, un jour sur deux, c'est 8 heures. Le lendemain, c'est 9 heures. On peut raccourcir la journée de travail, de toute façon, mais même si on ne la raccourcit pas, de manière à ce que les gens ne soient pas tous sur le quai au même moment. De la même manière, si vous allez dans les petits commerces, je suis pour qu'on les réouvre et qu'on dise il y a une jauge, pas plus de tant personnes par mètre carré. Donc, organisons-nous, planifions la vie telle qu'on doit la vivre au temps de la Covid-19. Pour ceux qui se rappellent de Garcia Marquez et la vie au temps du choléra, on va vivre au temps du Covid-19. On a besoin de s'aimer, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de littérature, on a besoin de poésie, on a besoin de bistrot. C'est pas la peine de dire aux gens, vous allez vous passer d'être un être humain. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va avoir, c'est une pagaille générale si on continue à traiter les gens comme s'ils n'étaient pas des êtres complexes. Est-ce que vous pensez que la campagne de vaccination peut nous fournir une porte de sortie et espérer qu'à la fin du printemps, à défaut d'un retour à la normale, quelque chose tout de même de moins contraignant nous soit accessible? Alors, ça va nous amener sur cette fichue histoire de vaccin. Bon,
Moi, j'ai été me faire vacciner contre la grippe. Je sais comment ça marche et que c'est tous les ans. Bon, déjà, commençons par dire ça. Tous les ans, on recommence le vaccin. Donc, il ne dure qu'un an. Et souvent, le virus mute. Alors quoi, la Covid, c'est pareil. Il va muter à plusieurs reprises. Donc, on va entrer dans un cycle long de la vaccination et revaccination. Là aussi, autant se le dire à l'avance et se préparer à ça. Vous irez au machin là, de Pfizer, en aucun cas. En aucun cas. Ma détermination est encore plus grande maintenant qu'elle était avant. Vous n'irez pas vous faire vacciner? Ah si, j'irai quand on aura d'autres vaccins que je pourrais choisir, je pourrais discuter avec mon justement, non mais attendez, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il faut faire un point un peu clair sur la question, justement la question des vaccins, parce qu'elle est complexe et que justement vous avez réagi sur ce sujet, Antoine. Oui, Jean-Luc Mélenchon, vous avez réagi le week-end dernier, mais avant cela, je voudrais donner quelques chiffres qui concernent cette fois les Français dans leur ensemble, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner. Ils sont même désormais majoritaires, 56% selon une récente étude Odoxa, elle a été publiée jeudi. Jamais ce chiffre n'avait été aussi élevé depuis l'annonce de l'arrivée de vaccins. C'était en fin d'année dernière. Il y a une autre manière aussi de lire ce sondage, c'est de retenir que près d'un Français sur deux y est donc plutôt réfractaire. Certains rejettent catégoriquement les vaccins, les anti-vaccins, quels que soient ces vaccins. D'autres, nombreux, ne sont pas forcément hostiles à la vaccination en tant que telle, mais ils ont des doutes, des craintes sur un point précis, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion, Jean-Luc Mélenchon, la méthode utilisée par les premiers vaccins autorisés, nouvelle méthode, l'ARN messager. C'est le cas notamment du vaccin Pfizer-BioNTech, c'est le cas aussi du vaccin Moderna qui a été autorisé il y a quelques jours. Jean-Luc Mélenchon, je le disais, vous vous êtes exprimé le week-end dernier sur LCI à ce propos. Je ne suis pas rassuré par un procédé qui est tout à fait nouveau, dont on ne connaît pas les conséquences. J'ai appris à l'école ce qu'était un vaccin, et puis il se trouve que j'ai vécu assez longtemps dans le Jura, d'où est Louis Pasteur, pour savoir ce qu'est le vaccin. Donc, je préfère les formes traditionnelles de vaccination. Alors, je le répète, vous le dites, vous n'êtes pas contre les vaccins, vous n'êtes pas anti-vax, Jean-Luc Mélenchon, mais les vaccins dont on parle là, Pfizer, Moderna, ils ont été créés par des chercheurs, des scientifiques qualifiés, ils ont été testés, puis autorisés par plusieurs agences sanitaires, la française, l'européenne. Entre autres, il y a d'autres pays concernés aussi. D'où vient alors votre manque de confiance? Alors, de deux choses. D'abord de sens pratique, un vaccin qui se conserve à moins 70%, même si je moins 70 degrés. Pardon moins 70 degrés, moins 80 degrés. Moins 70 degrés, il fait vraiment très froid. Bon. Premièrement. Deuxièmement, je me dis, si c'est si sûr, comme vous venez de le dire, c'est testé, c'est sûr, c'est d'accord. Bon, enfin, pas la phase 3, hein, elle a été testée nulle part. Personne ne peut dire ce que ça donne à moyen terme. Ah si, elle a été testée, mais en l'occurrence, votre argument qui était un syllogisme, j'ai vécu dans le Jura, Louis Pasteur aussi, donc je sais ce qu'est un vaccin. Non, mais après, je sais que vous voulez blaguer là-dessus, mais je suis d'accord. Non, pas du tout. Au contraire, est-ce que vous n'alimentez pas la défiance, par exemple, Jean-Luc Mélenchon? Oui, écoutez, parce que quand je vois Pfizer dire à l'Assemblée nationale argentine, nous vous livrons si vous nous garantissez que s'il y a des effets secondaires néfastes, vous ne nous poursuivrez pas. Que l'Argentine dit, on met ça au détour d'un texte, ils disent, si c'est précisé sur le contrat qu'il n'y aura pas de suite, c'est bon, il n'y en aura pas. Pfizer revient et dit, non, nous voulons une loi, un texte spécifique qui dit que quoi qu'il arrive, nous serons responsables de rien. Pardon de vous dire que ça me rend un peu méfiant. Quand j'arrive en Europe, et qu'il y a un contrat entre l'Union européenne et les gens qui vont amener le vaccin, et qu'on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'il y a dans le contrat, et que même les parlementaires n'ont le droit d'y aller, mais sans appareil photo, sans stylo, avec un crayon de papier pour noter ce qui leur paraît. Alors pardon de vous dire qu'il y a une ambiance, et puis après il y a le raisonnement scientifique. Après je viens à Pasteur. Rapidement. Ouais, rapidement, c'est vous qui me lancez sur Pasteur, je ne suis pour rien. Non, mais en l'occurrence, la concision est une vertu, et oui, vous le connaissez mieux que personne. Sur Twitter, vous l'avez, mais je le dis en souriant. Avant de penser en carton. Non, mais en l'occurrence, il y a la question logistique, il y a la question des grands labos. Ils ont investi des milliards en recherche et développement. C'est à peu près, on peut comprendre aussi qu'ils ne veuillent pas qu'on vienne photographier, recopier leurs secrets industriels. C'est un argument. Alors, raison de plus pour compléter mes désaccords, le vaccin doit passer sous licence libre
C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir le produire. Ça ne peut pas être l'appropriation privée d'un moyen de sauver la vie de millions de personnes. Je ne suis pas d'accord. Une crise sanitaire, en tout cas des conditions économiques, des conséquences sociales et une explosion de la précarité, notamment chez les jeunes, Mélanie. Ah oui, plus de 2,5 millions d'étudiants qui sont en grande détresse depuis le début de cette pandémie. Des étudiants qui sont assignés à résidence, plus aucun cours, les universités fermées, des journées entières finalement passées seuls, immobiles devant leur ordinateur. La situation devient alarmante. Et dans la bouche du Premier ministre, jeudi dernier, ça donne « les étudiants sont une source de préoccupation majeure ». Il serait temps, puisque les chiffres sont extrêmement préoccupants. Un étudiant sur 10 déclare avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. On a eu des tentatives de suicide là, il y a à peine quelques jours, notamment à Lyon, plusieurs. Un étudiant qui a tenté de se défenestrer. Et je vous propose qu'on écoute Amélie. Elle est étudiante, elle, en études d'infirmière. Et elle parle de son état psychique qui s'est effondré, justement, en très peu de temps. Sur une échelle de 1 à 10, mon moral, il est de 4. Au moins. Si ce n'est pas moins. Parce que là, c'est vraiment dur, là. Depuis quelques temps, on va dire. C'est très dur. C'est dur d'être enfermé. Et j'espère quand même réussir, même si j'ai peur, quoi. J'ai peur de comment ça va évoluer. Parce qu'on sait pas comment ça va évoluer. Et puis j'ai peur aussi pour tout le monde, parce que j'ai pas envie de voir tout le monde souffrir. Je pense que les gens souffrent assez. Et cette pandémie, elle arrange pas les choses, donc c'est compliqué. Voilà, un sentiment de peur, de solitude terrible. Alors, en réponse, le gouvernement a annoncé quelques assouplissements il y a 2 jours, avec un retour très limité à la fac pour les TD, donc les travaux dirigés. Seulement pour l'instant, en tout cas pour les étudiants de première année. Alors évidemment c'est un mieux, mais c'est évidemment insuffisant pour toute cette jeunesse et pour changer ce quotidien de ces jeunes en souffrance. Il a aussi été question de proposer des remboursements de séances, des premières séances de psy, plébiscitées par les syndicats étudiants. Pour l'instant ça a été abandonné. Alors du coup c'est Système D, des associations d'étudiants qui eux-mêmes créent des numéros d'écoute d'urgence. C'est le cas sur l'université de Grenoble. Et puis depuis plusieurs jours, des hashtags qui se développent sur les réseaux sociaux comme celui-ci, le hashtag étudiants fantômes, et des jeunes qui relaient leur désœuvrement, leur solitude. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ces annonces que fait le gouvernement, c'est le début d'une prise de conscience de cette détresse? Est-ce que ça va dans le bon sens? Il faut l'espérer. Moi aussi, je suis frappé par l'ampleur du besoin de dire sur ce sujet. On a ouvert un peu comme ça sur ma chaîne Instagram, mais aussitôt, il y a eu plein de témoignages qui sont venus, donc on sent qu'il y a une... La vérité, c'est que on s'était rendu compte qu'il y avait un problème. Mes 2 collègues, Michel Larive, député de l'Ariège, et Muriel Ressillier, député de l'Hérault, ont fait un rapport en mai sur le sujet. Je l'ai amené avec moi pour vous le montrer. Ça ressemble à ça. Et ils nous avaient bien préparé en disant il faut qu'on dise, qu'on prépare, qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça. On a transmis. Ça ne les a pas intéressés. Encore une fois, prévoir, ils ne connaissent pas. Alors maintenant, vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur les étudiants et en particulier sur ceux de première année. Limitons pas l'ampleur des dégâts, parce qu'on dit les étudiants de première année qui sont devant leur ordinateur. Pardon, mais c'est pas toujours le même ordinateur pour tout le monde. C'est pas le même accès aux mêmes bases de données. Certains n'en ont pas du tout. D'accord. Et c'est pas le même logement. Oh voilà, c'est pas le même logement. Puis des fois, il y a un problème de logement parce qu'il n'y a plus de sous pour payer le petit logement qu'on avait jusque-là. En particulier parce que tout ce qui est travail, les petits boulots étudiants, tout ça est mort. Donc ça fait une charge énorme, plus une impréparation qu'on comprend. C'est la jeune génération, ils ne sont pas préparés à l'idée de qu'est-ce qu'on fait dans un choc pareil, et tout d'un coup on t'enferme, et je le redis, l'être humain est un être humain complet, c'est pas juste homo economicus. Je finis sur une chose, parce que je m'en voudrais si je ne le faisais pas en passant ici. Oui. Ça peut pas être que certains de nos jeunes, on n'y pense jamais. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les apprentis? On n'en parle jamais. Tous ceux qui sont dans l'enseignement professionnel, vous avez des sections de l'enseignement professionnel où 100% des jeunes qui sont là, garçons ou filles, des fois certains sont déjà parents d'élèves, sont à la maison et ne peuvent pas être scolarisés. Attends, c'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas être scolarisés, c'est qu'ils bossaient tous le soir et le samedi, dimanche. Terminé, ces ressources n'existent plus. Justement, il y a eu des aides qui ont été proposées par le gouvernement. La garantie Moi, je crois jeune.
il faut trouver, d'abord, pour ce qui est de l'aide, première chose, d'abord qu'on tombe tous d'accord pour dire, c'est nos gamins, on s'en occupe. Alors là, pour le coup, ça vaut la peine de dire, quoi que ça nous coûte. Je trouve qu'on comprend, enfin, qu'est-ce qui dans la vie doit être, je finis là-dessus, un principe organisateur, l'entraide. La société de l'entraide. Tantôt c'est le service public, tantôt c'est les gens. Mais c'est pas chacun pour soi, et quand c'est mon gars, je m'en occupe, et le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Justement, Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous de ce que disait le président de la République, Emmanuel Macron. C'était il y a bientôt un an maintenant, c'était le 12 mars 2020. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Vous auriez pu prononcer ces mots, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Ah bah, c'est à l'époque, et Emmanuel Macron les a dit il y a maintenant bientôt un an. C'est sa manière de faire. L'État-providence, oui, la solidarité nationale. Moi, j'aime pas ça, c'est l'État solidaire. Mais c'est sa manière de faire. Il tue le débat en s'appropriant les mots des autres et en ne faisant rien. Parce que, tout en disant... Mais jamais l'État n'a été aussi présent. Non, Ali Badou, mais embrouillez pas tout. On parle de santé, là, d'accord? Il parle de santé, il parle de la santé, c'est nécessaire, c'est pas un coup, etc. Comment vous expliquez que le projet de loi de finances qui suit, ce beau discours, on réduit encore la finance de l'hôpital, on va encore et on continue à fermer des lits. Quand vous n'avez plus d'accès à l'hôpital public, je sais ce qu'ils ont dans la tête. L'hôpital public, il y en a assez comme ça, allez voir dans le secteur privé. Alors je le disais, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes peut-être entré en campagne, vous avez lancé la campagne de 2002, vous allez nous le dire. J'ai déformé l'espace-temps des autres. Vos vœux à la presse, il y avait ceci. Nous avons besoin d'avoir d'autres relations avec la presse telle qu'elle existe. Non pas pour peser sur ses contenus, nous n'avons pas cette idée, ni pour exiger je ne sais quelle flatterie, mais pour créer une autre relation, ou du moins... S'il vous plaît, ne nous assignez pas à des identités qui ne sont pas les nôtres. Je ne puis conclure autrement qu'en vous présentant des vœux qui, cette année, auront, j'espère que vous l'aurez senti, une touche de sincérité que les autres années, elles n'avaient peut-être pas de même qualité. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Luc Mélenchon? La fin est drôle. C'est l'inspiration poétique, vous savez. La fin est drôle. Les phrases viennent en vous. Et cette bienveillance, cette déclaration d'amour aux journalistes. Non, alors c'est marrant parce que vous êtes vraiment la corpo la plus nombriliste du monde. Je fais un discours. Laquelle? Vous, là, les journalistes, ça dure 1 heure, mon truc. J'aborde dedans et je dis un truc, un message politique. Et c'est en ligne, on peut le regarder dans son intégralité. Oui. Alors je dis la question sociale est la clé des autres questions. L'écologie, la santé, tout ça. Bon, je veux dire, sur le plan du raisonnement, ça mérite intérêt. Oui. Et ce matin, j'ouvre la presse, de quoi il est question? Uniquement de mes rapports avec la presse. Alors je suis content parce que... Non mais... C'est un papier dans le Figaro. Les stratèges de ma petite bande avaient dit il faut tourner la page, ça ne peut pas durer comme ça. Après l'événement Trump, que nous, on a pris très au sérieux, c'est-à-dire... Lorsque quand tout Twitter d'un coup, les réseaux... a décidé de supprimer le compte du président Trump. Vous comptez, nous, ça fait maintenant 10 ans... Et des centaines et des milliers d'autres. Bon, ça fait 10 ans qu'on contourne le système officiel par les réseaux sociaux. On découvre que tout d'un coup, les réseaux sociaux peuvent être coupés à un président en exercice. C'est pas qu'on s'y attendait pas. On a vu les réseaux sociaux couper à Podemos 50 000 comptes WhatsApp d'un coup, à Raphaël Correa 1,5 million de comptes Facebook. Tout le monde s'en fout parce que c'est type de gauche, donc ça n'a pas d'importance. Mais quand même, quand c'est devenu Trump, toute la corporation a dit c'est quoi cette histoire, où on va? Le monde a changé. Alors, on se trouve placé dans une situation Donc où... vous êtes pour la liberté d'expression absolument totale, et en l'occurrence, même dans des espaces qu'on considère comme des espaces publics, mais qui en réalité sont des espaces privés. Pardon, je vais parler poliment, vous prenez toujours pour un imbécile. Absolument pas. Mais bon, pourquoi je serais pour la liberté absolue de raconter n'importe quoi? Mais non. Parce que c'est ce que faisait Donald Trump, et en l'occurrence, la purge qui a concerné ces partisans néo-nazis et qui se réunissaient. Ah tiens, des partisans néo-nazis. Je crois que c'était moi le coupable. J'ai entendu sur un tas de chaînes que le vrai problème, c'était Mélenchon et sa violence. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a des nazis, des fascistes, une organisation internationale, du fric qui circule, et qu'on ferait bien de se soucier de savoir ce que ça devient en France. Mais vous êtes l'homme politique le plus présent sur les médias et les réseaux sociaux, en l'occurrence. Vous êtes sur TikTok, le réseau des ados, sur Facebook, sur Instagram, vous avez un blog, vous avez
Snapchat également. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Et non, mais c'est intéressant. Normal, hein. On fait de la politique pour quelqu'un un conservateur comme vous. Bon, le monde se reproduit tout seul. Un réactionnaire. Non, comme vous. Conservateur. J'ai dit conservateur. Ne dites pas que vous ne l'êtes pas. Vous allez comprendre que vous aussi, vous êtes peut-être conservateur, oui, parce que la prochaine sûr. campagne présidentielle, elle va sans doute être virtuelle. Mais vous m'avez pas laissé finir. Besoin attendez. des réseaux sociaux. Je veux vous expliquer que dans ce que je fais, moi, je suis un politique un peu à l'ancienne. Je calcule tout. Je prévois tout le temps. Je vois que sur le domaine des réseaux sociaux, je suis menacé d'être tout d'un coup plus droit à la parole. Donc, qu'est-ce que je fais? On a monté autre chose à côté, qui est notre propre réseau social. Pourquoi faire? Pour au moins communiquer avec nos propres partisans, sans en être empêché, comme ce fut le cas pour Podemos, qui, la semaine avant le vote, s'est fait couper son réseau WhatsApp. Et deuxièmement, je dis, le rapport à la presse traditionnelle, conventionnelle, peut éventuellement changer si les professionnels qui sont là-dedans comprennent tout d'un coup que leur rôle aussi a changé. Qui plus est, la pandémie nous a tous fait comprendre l'importance qu'on avait à trouver une info très ciblée, très précise, très sérieuse. Bon, on a tous compris. Oui. Ne dites pas que vous saviez tout avant tout le monde, c'est pas du vrai. tout. Bon, donc vous êtes changé, moi aussi. Et nous ne savons qu'une chose, c'est que nous ne savons rien en l'occurrence. Oui, vaut mieux en savoir un peu quand même, parce que tout à l'heure on a parlé de philosophie, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y venir, mais dans l'incertitude, il y a une incertitude qui est liée au fait qu'on ne peut pas connaître, c'est une propriété de l'univers matériel, et puis il y a une autre incertitude qui est les événements se déroulent d'une manière avec laquelle ils ne se déroulaient pas jusque-là. Donc dans ces moments-là, il faut contenir le champ de l'incertitude, donc en se rappelant qu'est-ce qui est sûr. Et moi, je vous dis que dans l'incertitude de la pandémie, la chose qui est sûre, c'est que les êtres humains sont des êtres complets. Donc, ce qu'il s'agit de maîtriser, c'est l'impact, pas changer la nature humaine. Vous n'y arriverez pas. Et comment est-ce que vous allez faire campagne sans pouvoir tenir de meeting, sans pouvoir tracter, sans pouvoir faire du porte-à-porte? La politique doit changer complètement de nature, de procédé pour être efficace? De nature, non. De procédé, oui. D'abord, il y a la tonalité du discours. Nous nous sommes construits, nous, en 10 ans, en revenant par rapport à d'autres pratiques qui avaient lieu, notamment pour moi dans le Parti socialiste, en passant sur ce qui était la tradition de la gauche, la ligne de la conflictualité. C'est-à-dire, on affronte et la conflictualité crée de la conscience. Il est clair que dans une période comme celle que nous vivons, ce n'est pas la manière d'ouvrir les consciences. Les êtres humains, quand ils sont en situation de détresse, se serrent les coudes, contrairement à ce que croit leur maître. Bon, ils se serrent les coudes. Donc c'est l'entraide qui est l'élément dominant. Et la sortie par le haut, c'est-à-dire les causes communes, les choses qui rassemblent, l'intérêt général. Et c'est à ce moment-là que les gens se disent « bon sang de bois, si c'est l'intérêt de tout le monde, pourquoi on ne le fait pas ?» C'est donc qu'il y a des intérêts particuliers. Donc, en entrant par la porte de l'entraide, on va accéder à une conflictualité maîtrisée. Donc ça change le cadre. Premier élément. Ouais. L'intérêt général, l'harmonie, les causes communes sont les nouveaux rails sur lesquels nous avançons. Après, les méthodes, c'est clair, vous avez raison. Pour nous, c'est catastrophique. Parce que, comprenez bien, une tête d'insoumis, de rebelles, de communistes, d'anarchistes, ou de gens qui contestent l'ordre du monde dans lequel ils sont sans avoir aucune étiquette. C'est une poussière humaine dans un océan de routine, parce que, on n'a pas que ça à faire dans la vie. Alors vous êtes le casse-pied du repas du dimanche, qui dit « toi avec ta politique », puis les gens vous titillent, ok ? Donc, le meeting, le rassemblement, c'est le moment où tout d'un coup, on se dit « waouh, on est nombreux, on est fort, on va y arriver ». On se donne de la confiance, il y a un effet, on appelle ça, c'est prétentieux le mot, catharsis. Hein ? C'est très important pour nous. Donc, être privé de ça nous oblige non pas à dire « il n'y aura plus jamais de catharsis », mais comment peut-elle se faire ? Donc, on teste. Alors, on a fait des meetings en ligne, on a fait des meetings en réalité augmentée. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'essaye tout avec mes amis. Et nous créons, par exemple, pour blaguer, on a dit, on fait la fédération, la fédération sportive du footing collage. Bon, c'est-à-dire que comme tu as le droit de sortir, fût-ce une heure, fais ce que tu veux. Hein. Mon sport, c'est le footing collage, je colle. Bon, il faut qu'à chaque moment, on retrouve la manière de produire les figures essentielles du combat politique, attirer l'attention, faire réfléchir, nourrir la discussion par des procédés différents. Parce que ça reste un combat malgré tout, la politique. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? La politique, ça reste un combat. Si effectivement on a du mal à réunir des foules, parce que c'est important dans une campagne électorale, il restera quand même les vieux médias. On parle beaucoup avec Donald Trump des réseaux sociaux et on a l'impression que tout se passe
cela. C'est assez faux. Tous les matins, 40 millions de Français écoutent la radio. Tous les soirs, entre 19h et 20h, si on additionne les émissions d'information comme C'est l'Hebdo ou C'est à vous, plus les différents journaux télévisés, c'est entre 20 et 25 millions de personnes qui se retrouvent là pour prendre connaissance de la vie du monde. Donc si la campagne électorale est perturbée sur le terrain, les vieux médias seront un relais puissant pour informer les citoyens. Et sur Twitter et Donald Trump, quand même un mot. Pourquoi Twitter coupe le compte de Donald Trump? Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France. Nous voyons apparaître ce tweet de Donald Trump. Beaucoup de gens me posent la question, eh bien le 20 janvier, je vous l'annonce, je ne serai pas à la cérémonie d'investiture. Twitter États-Unis ne considère pas, comme nous, qu'il s'agit là d'une information, mais qu'il s'agit d'un signal. Parce que Twitter aux États-Unis voit la totalité des comptes qui appellent à la manifestation violente le 20 janvier et considère qu'en disant qu'il ne sera pas le 20 janvier à la manifestation, en fait, Donald Trump encourage à la violence. Et c'est pour que ces messages-là, un peu codés mais parfaitement compréhensibles, ne se répètent pas que le compte est coupé. Alors, on peut ouvrir beaucoup de débats autour de la décision de Twitter, bien sûr, mais il faut déjà en comprendre la logique, peut-être pour la discuter, mais la comprendre, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup réfléchi à la logique de Twitter aux États-Unis. Mais parce que c'est pas le sujet. La logique dans le champ politique, c'est la protection de la liberté. Bon, pour des familles comme la mienne, culturelles et politiques, qui ont quand même, le plus souvent, nous sommes dans la minorité. Nous sommes des lumières qui s'allument à intervalles réguliers, 1981, 1936, enfin bon, des choses comme ça. Donc pour nous, la liberté, c'est l'aliment numéro un. Plus de liberté, c'est fini. C'est fini, nous n'existons plus. Donc nous sommes hypersensibles à la question de la liberté. Et sur ce sujet, j'entends bien ce que dit M. Apathy, il n'existe pas de liberté absolue. Non. Jamais. Elles sont toutes encadrées. Donc là, nous aurions la liberté absolue pour une personne qui possède le réseau de dire « Ce que vous dites là, madame, est un message qui pourrait vouloir dire que non ». La loi, vous n'avez pas raison. Les bons vieux médias ont du bon Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté, en l'occurrence sur notre plateau. Vous êtes non, mais M. Badou, je n'ai jamais considéré que les médias, et Apathy a raison, les médias traditionnels n'existaient pas, sinon je n'aurais pas fait la guerre. Mais vous êtes allé sur un média traditionnel, en l'occurrence TF1, pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle. C'était le 8 novembre dernier. C'était le coup d'envoi donc de ce qui sera votre troisième campagne. Oui. Et pendant ce temps, à gauche, figurez-vous qu'il y en a d'autres aussi qui pensent à cette élection présidentielle. Alors je parle notamment de Anne Hidalgo qui vient d'annoncer la création d'une plateforme qu'on dit programmatique, idée en commun, ça s'appelle comme ça. Arnaud Montebourg, lui, qui vient de créer son mouvement L'Engagement. François Hollande, il est toujours là, il le dit d'ailleurs, il le répète. Yannick Jadot aussi se prépare. Donc quelques candidats déjà qu'on voit apparaître. Est-ce que vous pensez que la gauche si divisée est condamnée à perdre Jean-Luc Mélenchon? Non, parce que sinon je ne ferai plus rien. Il s'agit de s'organiser. Je ne crois pas à une idée courante qui est on va mettre ensemble tous les sigles et puis du coup ça va créer une dynamique du feu de Dieu. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a des points de désaccord qui sont nobles, qui portent sur des sujets fondamentaux. Est-ce qu'on change de République? L'Europe, le marché... voilà, des sujets fondamentaux. Donc, la première des choses à faire, c'est de clarifier ça. Il faut que chacun assume qui il est, et puis qu'on verra ce qui est capable de créer une dynamique. Parce que les Français sont conscients. Ils se disent, bien sûr, si on éparpille nos voix, ça ne va rien donner. Donc, ils vont les concentrer sur ce qui va leur paraître utile. Sur ce qui va leur paraître utile du point de vue des objectifs, c'est-à-dire par rapport à l'Europe, par rapport à la planification écologique, par rapport au changement de constitution. Moi, j'ai confiance en ça. Donc voilà ma formule. L'union, oui, dans la clarté. On ne ment pas, on ne bidouille pas, on ne cache pas sous la table tout ce qui nous dérange. Donc comment fait-on? En convainquant, dans la clarté et en rassemblant. Je vous dis que je ferai la démonstration. Nous serons capables à la fois de réunir des gens très différents, de le faire sur des objectifs clairs. Et alors, les gens me verront candidat avec des communistes, des ceci, des cela, et ils se diront, tiens, ceux-là, ils se mettent d'accord. Oui, des socialistes, il y en aura bien sûr aussi, des générations. Dans tout le paysage, il y aura des gens ensemble, et nous serons l'union dans la clarté. D'autres feront l'union avec eux-mêmes, et dans la confusion, ce sera le cas des socialistes, et puis d'autres se débrouilleront, ils auront plusieurs candidats, moi je ne les méprise pas. Puis après, advienne que pourra. C'est la vie, nos vies personnelles sont faites de ça. On avance, comme disait Napoléon, vous avez parlé de l'année Napoléon. Et on va en parler justement de Napoléon tout à l'heure dans l'émission. 2022, c'est la dernière station avant le désert. Réfléchissez bien, ce sont vos mots.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que la décennie dans laquelle on est entré, c'est celle où vont être franchis des points de bascule, notamment pour toutes les questions climat et questions sociales. Oui. Donc là, on prend nos responsabilités. Si vous aimez continuer à manger au glyphosate, il ne faut pas vous priver, votez Macron. Mais si vous ne voulez plus en voir une seule trace dans votre assiette, ni celle de vos gosses, eh bien vous votez pour moi. Et ainsi de suite. Mais encore une fois, j'essaye pas de dire « j'ai raison ». Et les autres ont tort. Je vous dis, c'est compliqué. Voilà ce que je vous propose. Si vous en voulez, prenez. Si vous n'en voulez pas, choisissez. Moi, je me soumettrai au vote. Et c'est la beauté de la politique. Et c'est la beauté du débat public. Et c'est la démocratie, c'est pas seulement l'art de gagner. Hein. Des fois, il faut savoir perdre. Et c'est aussi la beauté du service public de pouvoir accueillir ces débats, en l'occurrence ici. Eh bien, on va voir comment vous vous y prenez pour que ce soit... Tenez, il y a des sujets, on ne peut pas en parler. La dette, jamais... Des gros sujets, qui va payer la dette? Vous en savez rien. Nous en parlons régulièrement et vous savez que Jean-Michel parle régulièrement de cette question. Faites une émission, invitez-moi. Exactement. Nous ferons cette émission. Mais si nous la faisons dans de bonnes conditions, Monsieur Apathy, vous serez pardonné pour vos erreurs du passé. Merci, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été l'invité de Célébdo. On vous libère.